Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct a le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce matin, ce jeudi matin, avec M. Ali Harbi, membre fondateur de Hawkama, consultant en gouvernance et en stratégie de développement durable. Ali Harbi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On a souvent eu recours à vos conseils et vos avis sur toutes les questions de gouvernance qui sont nombreuses en Algérie, notamment pour Maghreb Émergent, notre média spécialisé en économie. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de vous accueillir à Radio M pour traiter d'une actualité qui est finalement, dans le sillage de la loi de finances, projet de loi de finances pour 2019, s'est avérée être foisonnante concernant l'investissement et d'une façon générale la vie des entreprises. Alors, première question. Donc, la loi de finances qui a été discutée à l'Assemblée nationale propose la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18 du Code de l'investissement de 2016. Que dit cet alinéa 2 et voilà. En gros, on a eu des commentaires qui ont dit le CNI, le Conseil national de l'investissement, a été dessaisi d'une grande partie de ses prérogatives. Est-ce que c'est le cas ? Merci de m'inviter d'abord. C'est avec un grand plaisir que je suis là. En fait, cet alinéa 2 de l'article 18 du Code des investissements adopté en 2016 a déjà été abrogé par la loi de finances complémentaire. Donc, on est sur la loi de finances complémentaire qui a abrogé cet alinéa 2. Sur le fond, les prérogatives du CNI ne sont pas remises en cause. C'est-à-dire que il n'y a pas ce dessaisissement du CNI de l'accord d'avantages exceptionnels qui sont définis à l'article 17, en fait. Et donc, comme vous le savez, le CNI a deux grandes prérogatives. La première, c'est d'examiner les dossiers d'investissement supérieurs à 5 milliards de dinars. Et d'un autre côté, il a une deuxième prérogative importante qui est d'examiner ce qu'on appelle les avantages exceptionnels qui sont accordés en plus des avantages généraux qui sont assez automatiquement accordés par le canal ANDI, Agence nationale de développement de l'investissement. Donc, quand un investisseur vient avec des requêtes d'avantages exceptionnels pour assurer une compétitivité ou bien parce que ce projet aurait un impact significatif sur le développement national ou le développement économique, le CNI se réunit pour accorder des avantages exceptionnels. Et donc, ce qui a été abrogé, c'est une partie de l'article 18. En fait, donc l'article 17 reste entier et les alinéas 1 et 3 de l'article 18 sont toujours là. Donc, sur le fond, en fait, le CNI a toujours la prérogative d'accorder des avantages exceptionnels. D'accord ? En fait, ce qui a été abrogé, c'est un alinéa qui avait une formulation rattachée à la notion d'activité naissante. Et ce qu'on a constaté sur les 2 dernières années, et notamment sur le courant de l'année passée, c'est qu'il y a des avantages qui ont été accordés et que le renvoi à des textes réglementaires précisant les modalités d'octroi d'avantages exceptionnels, parce qu'il faut quand même une grille d'analyse qui permet de dire je donne à A, je ne donne pas à B, ou bien je donne à A plus qu'à B. Le Code des investissements a prévu un renvoi à un cadre d'application qui n'est pas encore arrivé. Donc, il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille, mais il y a des gens qui ont eu des avantages. Notamment dans l'activité de l'assemblage automobile. Voilà. Et donc, au moment où on s'attendait à avoir une clarification, je dirais, par le voie de texte d'application, on a eu l'abrogation de cet alinéa. Ali Harbi, on peut, à ce stade de la discussion, rappeler les avantages exceptionnels que peut accorder le CNI ? Oui, écoutez, la définition d'avantages exceptionnels accordés par le CNI touche d'abord à la possibilité de prolonger sur des durées négociées un petit peu la durée des avantages généraux. Qui sont ? D'accord. Donc, ce sont essentiellement des exonérations ou des réductions de droits de douane, des exonérations de TVA, des exonérations d'impôts. TAP, IBS. Voilà. TAP, IBS, évidemment. Donc, tout le cadre d'exonération, à la fois sur les droits de douane et sur les impôts, et sur les charges parafiscales aussi, donc les charges d'employeurs, tout ce cadre-là est censé permettre une compétitivité accrue
de l'investissement réalisé en Algérie. La finalité, elle est là. C'est ce qu'on appelle les avantages passifs. Les avantages passifs, c'est-à-dire quand on a un investisseur national ou étranger qui vient, on se désiste de prérogatives donc, de la puissance publique, de collecter de l'impôt. Ce qu'on appelle l'avantage passif. Alors l'avantage passif, il peut se justifier dans le cas de l'activité assemblage automobile parce que on est en concurrence avec les producteurs étrangers qui nous envoient des voitures toutes faites et on peut imaginer que le gouvernement algérien, s'il veut implémenter des activités de ce type en Algérie, il donne des avantages de ce type. C'est un sujet très discutable. Donc le milieu de l'expertise en la matière est partagé, il faut dire la vérité. Il est clair que si nous avons une activité d'assemblage de véhicules sans intégration. D'accord ? En réalité, qu'est-ce que ça nous apporte ? Si l'impact sur le budget de l'État, plutôt sur la balance commerciale en termes de sortie de devises est inchangée, et que cette activité ne sert qu'à fournir le marché local, il n'y aurait dans ce cas-là aucun avantage à accorder puisqu'on n'y gagne rien du tout en réalité. D'accord ? En fait, ce qui pourrait justifier l'accord d'avantages, soit du régime général ou du régime exceptionnel, à une activité d'assemblage automobile, c'est que cette activité serve à l'export. Et ce qui aurait dû être, en réalité, accordé comme avantage, ne devrait être conditionné que par le fait que les investisseurs sont dans un circuit d'export avec leur maison mère. Oui. Bien. Ensuite, il y a un autre cas de figure qui est celui de l'intégration. C'est-à-dire que si on est sur un business model où on va créer de l'emploi en développant une chaîne de valeur locale, à ce moment-là, oui, ça justifierait l'accord. C'est pour cela qu'en général, les concessionnaires et les fabricants, maintenant on peut utiliser le terme de fabricants, d'assembleurs, disons, de véhicules qui sont en Algérie, ont tous pris des engagements de développer le taux d'intégration. Oui. Et c'est la motivation et c'est la justification de ces avantages exceptionnels. Et ça se justifie. S'il y a intégration, effectivement, on est censé gagner des points de valeur ajoutée et donc aussi de réduire la balance de vise, le déficit de la balance de vise. Et c'est intéressant de leur accorder des avantages. La question qui se pose encore une fois, c'est où on est du taux d'intégration. Alors, pour rester encore un instant sur cet alinéa 2 qui a été supprimé, on attendait des explications. Il y a eu des avantages exceptionnels qui ont été accordés. On ne sait pas sur quelle base. Le fait que ça a été supprimé, ça va donner lieu à quoi ? C'est-à-dire on va continuer à donner des avantages exceptionnels, mais en ne passant plus par un cadre qui n'est pas précisé. Je crois que, encore une fois, on est en attente de communication et de clarification. Ça fait un bon moment qu'on l'est déjà. Donc, la loi date de 2016. 2016. Même avant 2016, il y avait beaucoup de débats sur l'investissement étranger, sur les conditions d'avantages à accorder. Est-ce qu'on doit passer des avantages passifs aux avantages actifs ? Ce qu'on appelle les avantages actifs, c'est-à-dire que ce sont de jouer plus sur les avantages comparatifs du pays pour attirer certains types d'investissements. Il y a un long débat sur l'investissement en Algérie depuis des années. Et donc, aujourd'hui, je crois que la communauté nationale est en attente de clarification. Pour répondre plus précisément à votre question, en fait, l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 18 n'empêcherait pas les gens d'accéder à des avantages exceptionnels par un autre canal qui est de l'article 17 ou de l'alinéa 1 de l'article 18. Hors activité naissante. En fait, c'est ça. On enlève la référence à la notion d'activité naissante. C'est tout ce qui s'est passé sur le fond. Donc, après, ça reste encore un problème de grille d'analyse. La grille d'analyse qui dirait que pourquoi je dois donner à A et ne pas donner à B. Voilà, et nous sommes en attente de cette grille d'analyse. Oui, existe toujours pas. Alors plus globalement, enfin, il y a une partie des chefs d'entreprise, notamment le think tank Care, mais pas seulement lui, qui a toujours pointé le rôle un peu discrétionnaire du CNI dans les autorisations, justement. Oui. Est-ce que vous considérez que on a fait monter le seuil d'intervention du CNI à 5 milliards de dinars, on l'a présenté comme un progrès en 2016 par rapport à un seuil qui était, je crois, 2 fois plus bas. Plus bas, oui. Est-ce que, de manière comparative, si on fait un benchmark avec les systèmes d'investissement ailleurs, notamment dans le Maghreb, est-ce que c'est quelque chose d'efficace ? Écoutez, le problème se pose en termes de gouvernance publique. En termes de gouvernance publique, parce qu'il faut choisir 2 grands modèles. Soit on est dans un modèle où le gouvernement, pour ne pas dire la puissance publique, donc le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire
qui se ramène ensuite à un contrôle par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je suis gouvernement, je fais ce que je veux, je négocie ce que je veux avec des investisseurs qui se présenteraient. On a le cas en France très récemment avec un investisseur algérien où il se présente avec un projet et il discute au plus haut niveau de l'État et on lui accorde des avantages. C'est relativement discrétionnaire, mais il faut savoir que ce sont des pays où il y a des comptes à rendre au final, après, en face d'une Assemblée nationale. Soit on crée des mécanismes réglementés avec des grilles. Et on s'en tient à ces mécanismes. Et on s'en tient à ces mécanismes, et après, le contrôle se fait dans le cadre du contrôle du mécanisme. L'Algérie est plutôt dans ce cas de figure. D'après la manière dont sont rédigés les textes, nous sommes censés être dans ce cas de figure-là. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des zones d'ombre. Alors, parmi les zones d'ombre, et Caire en a déjà parlé, donc le Cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise, donc, qui est un think tank un peu dédié à l'entreprise en Algérie, dont je fais partie fièrement. D'abord, c'est de quelle manière on passe les dossiers, de quelle manière on les prend, de quelle manière on les valide, ou de quelle manière on les rejette, ou de quelle manière on laisse des dossiers en stand-by pendant des années. Donc là, c'est un grand flou. À l'époque, on avait organisé, il y a quelques années, dans le cadre de Caire, une matinale où on avait dit qu'il faudrait qu'on mette un minimum de règles pour le CNI en obligation de réponse, en obligation de transparence, en délai de réponse et en motivation des réponses. Et là encore, on l'a pas. On l'a pas. Alors ça, c'est la gouvernance publique. Publique, oui. Côté gouvernance porteur de projet. Oui. Est-ce qu'au bout d'un moment, quand on a affaire à ce mécanisme qui n'est pas respecté, avec le CNI qui est discrétionnaire, bon, on va pas aller dans les détails, et en Algérie, on a bien vu sur ces dernières années qu'on donne aux amis et on bloque les autres pour laisser avancer le projet des amis. C'est pas propre à l'Algérie, mais ça a pris peut-être un caractère un peu caricatural en Algérie. On le voit notamment avec l'affaire de Civita Labdjaïa ces derniers mois. Oui. Bien. Est-ce que un conseil d'administration, un porteur de projet, n'a pas intérêt à un moment donné à renoncer à aller devant le CNI pour obtenir des droits exceptionnels et rester sur le régime général? Est-ce que l'analyse des projets peut faire ressortir que finalement les 2 ou 3 ans qu'on perd à attendre un feu vert qui ne va probablement pas venir pour accéder à ces avantages exceptionnels, il vaut mieux rester sur l'avantage général, la convention générale, et puis avancer dans l'investissement? Écoutez, évidemment, ça reste une décision propre à chaque projet d'investissement. Mais pour raisonner d'une manière plus générique, si vous voulez, on ne peut pas faire l'économie d'avantages exceptionnels pour une raison simple de préservation de la compétitivité de l'économie nationale. En d'autres termes, là on parle de projets d'une certaine taille quand même, d'intérêt national. Là on ne parle pas du tout petit projet de PME qui est régi automatiquement par des avantages généraux communs et qui ne sont pas sur un impact à l'échelle individuelle du projet microéconomique très significatif sur l'économie nationale. Mais sur les grands projets d'intérêt national qui vont vraiment soit réduire des importations, soit développer des exportations, soit intégrer des chaînes de valeur internationales, des choses comme ça, sur les grands projets, nous sommes tout de suite et automatiquement en compétition avec d'autres activités, des concurrents à l'international, et nous sommes en compétition d'investissement. Ce que j'entends par compétition d'investissement, c'est-à-dire que souvent ce sont des projets sur lesquels nous avons des partenaires étrangers, soit dans le capital, donc en IDE, en investissement direct étranger, soit en partenariat technologique ou en partenariat commercial sur des chaînes commerciales. En d'autres termes, le partenaire étranger ne viendrait pas s'il n'y a pas les avantages exceptionnels. Évidemment, il ira à côté. Parce qu'on lui accorde ça à côté. D'accord. Donc, il y a un aspect de compétitivité internationale et d'avantages offerts qui fait qu'on ne peut pas se passer de ça. On peut illustrer avec certains exemples. Il y a la production d'aluminium qui a suscité, notamment dans sa version aval, dans la production des canettes, de tout ce qui est... Il y a eu 3 ou 4 projets concurrentiels qui ont été bloqués pour laisser en émerger qu'un seul. CNI qui a fait l'arbitre. Vous savez, le problème, il faut le voir encore une fois dans sa dimension internationale. Ce n'est pas un problème algéro-algérien. Le problème des avantages, on ferait une erreur de l'analyser dans une logique purement algéro-algérienne ou bien dans la cuisine politique locale. Oui. En fait, ce sont des problèmes internationaux. Une usine de canettes, pour prendre l'exemple de la canette, que pour le marché algérien, ça n'existe pas. Tout de suite, tout simplement. Échelle mondiale. C'est soit au moins régional. Oui. Au moins une entreprise de taille régionale, c'est-à-dire que si on met une usine de canettes en Algérie, ça veut dire qu'elle va couvrir le marché tunisien, libyen, de fait. Et donc, le partenaire fournisseur de technologie ou de financement ou d'accès au marché, il va regarder à quelles conditions il mettrait ses billes
si vous voulez, dans un projet en Algérie ou en Libye ou au Maroc ou en Afrique du Sud. Donc l'enjeu, c'est quand même beaucoup, du point de vue politique et du point de vue du management du business par le gouvernement, c'est beaucoup quel partenaire étranger va s'associer avec quel partenaire en Algérie. C'est aussi ça. Beaucoup le CNI. D'où c'est aussi ça. C'est aussi un enjeu. Oui. C'est aussi un enjeu. Alors, la réforme, alors les réformes qui ont pu avoir lieu ces derniers temps, qu'est-ce qu'on peut réformer dans le cadre du 49-51 ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie d'assouplir, de rendre plus fluides les flux d'IDE en Algérie. Le mécanisme des avantages exceptionnels est un des leviers qui Absolument. permet de les rendre plus fluides. Absolument. Mais jusqu'où on peut aller si on reste dans le 49-51 ? Écoutez, le problème du 49-51, vu qu'il est aussi pratiqué par ailleurs, donc d'un point de vue strictement théorique, n'est pas un problème en soi. Le problème est comment on fait tourner un mécanisme de type 51-49. D'accord ? Et donc, d'abord, quand on parle de 51-49, il faudrait bien qu'on ait les 51%. Et donc, il faudrait avoir la politique, les moyens de sa politique. Donc la capacité sur des projets stratégiques de pouvoir fournir. Ali Harbi, vous êtes en train de dire qu'il y a une rareté du capital en Algérie qui fait qu'on ne peut pas aller partout sur... On ne peut pas se permettre le 51-49 parce qu'on n'a plus. C'est-à-dire que ce qui a été pensé en 2013 peut-être ou en 2012 à une époque de richesse, je dirais, relative, et où on s'était dit on va mettre en place des instruments financiers publics d'abord à travers par exemple le FNI, les fonds d'investissement, les banques publiques et tout ça, donc sur je dirais une liquidité du trésor ou bien une capacité à financer essentiellement par la rente pétrolière. On n'est plus dans cette équation. Donc déjà, quand on parle de 51-49, faut-il être capable de faire du 51-49. Ça, c'est un premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'est que quand on fait du 51-49, derrière, il y a des problèmes qui vont se poser sur, effectivement, les problèmes de gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai un 49 en EDE, 49%, ça veut dire que les gens vont venir avec des exigences énormes de gouvernance d'entreprise. Et là, on arrive sur un sujet qui est quel est l'état de la gouvernance d'entreprise en Algérie ? Est-ce que nous pouvons garantir des mécanismes qui font que les gens, en ramenant un investissement où ils seraient en association avec un partenaire algérien, public ou privé, ou public et privé, parce la loi permet toutes les combinaisons possibles, est-ce qu'ils sont en garantie par rapport à leur patrimoine, par rapport à leurs capitaux ? Et je crois que là, actuellement, les signaux qu'on envoie ne sont pas bons. Les signaux qu'on envoie sur cette dimension de gouvernance ne sont pas bons. On n'a nationalisé personne de ceux qui sont venus dans le cadre du 49-51. Écoutez, si on en a nationalisé avant, le cas Gizy, c'est un cas d'école ailleurs dans le monde. Hein. C'était du 100% quasiment. Enfin, oui, mais il a été nationalisé. Il a été nationalisé. Donc, vous savez que le capital, la première chose avec qui il faut pas, ce dont il ne faut vraiment pas parler, mais bien que ce soit un acte souverain, et je crois que chaque État est souverain de faire ce qu'il veut, évidemment, dans une logique économique, c'est le mot nationalisation. On peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais quelque chose qui se ramènerait à une nationalisation, ça passe pas très bien. Et donc derrière, après, ça impacte le 51-49. Vous dites, Ali Harbi, que quelque part, le secteur banquier algérien est toujours dans le traumatisme post-Khalifa. On n'arrive pas toujours d'avoir une banque privée algérienne. On est encore... Et dans le cadre du business versus IDE, en règle générale, on est dans un choc mental Jay-Z qu'on n'a pas dépassé. Absolument. Absolument. Pour une raison simple. Bon, comme on dit, il faut tourner aussi de la page. Parfois, des choses qui se font, mais il aurait fallu que nous ayons eu, entre-temps, un très gros success story de 51-49 qui nous permette de tourner la page. On ne l'a pas. C'est pas AXA. Je pense pas. Enfin, je dis ça, bon, je pourrais citer d'autres. On verra avec le temps comment ça se développe, mais première vue, non. C'est pas encore le cas AXA. On attend Renault à Oran. On verra aussi, parce que là aussi, quelle est la finalité du projet Renault ? On se pose encore la question. Est-ce que c'est juste faire de l'assemblage pour le marché local ? Est-ce que c'est une plateforme industrielle, un vrai hub qu'on serait en train d'élaborer ? Les années passent, mais on ne voit pas le hub venir. Non, il nous faut un success story aujourd'hui si on veut justifier vraiment du 51-49. Parce que si on prend d'autres pays, on va prendre le cas chinois. Qui est la source du 51-49, ne l'oublions pas. Le cas chinois peuvent se targuer du succès du 51-49 parce qu'il y a des success stories économiques en mode 51-49. Et donc derrière, il faudrait que, comme je reviens toujours à l'action de la gouvernance, quel est le cadre de gouvernance que nous offrons
aux investisseurs étrangers qui permet d'agir dans un cadre pareil, en toute aisance, et derrière des tas de problèmes. C'est-à-dire les problèmes de rapatriement, les problèmes de fiscalité, les problèmes de transparence, les problèmes... Il y a un tas de problèmes qui viennent... À ce sujet, justement, la politique restrictive de rapatriement de dividendes que pratique la Banque d'Algérie, mais de manière générale, peut-être, y compris le fisc, puisque le fisc donne d'abord sa main levée pour qu'on puisse opérer au rapatriement des dividendes. Est-ce que c'est pas ça qui a quand même... C'est une question de gouvernance aussi, accentuer les phénomènes de gonflement, de surfacturation et notamment sur les prix de transfert lorsqu'il s'agit d'un groupe multinational et qui rend problématique aujourd'hui. Ça rend problématique, c'est pour ça que de toute façon, ce sont des problématiques qui sont typiquement algériennes, d'un côté. On n'a pas inventé des histoires de gonflement des prix de transfert en Algérie. Ça n'a pas été créé ici. Et donc, nous faisons face à une problématique qu'appliquent les multinationales envers tous les pays en développement dans leurs investissements internationaux, qui est de pomper le maximum de valeur et sur lesquels il faudrait être en mesure de faire jouer à la fois des règles coercitives, mais aussi ce que j'appelle d'avoir un marché plus concurrentiel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des règles de concurrence qui rendent inopérantes. J'allais demander la bonne pratique, la bonne réponse face à ce phénomène. La bonne réponse, elle est dans le marché. Ça peut être une réponse libérale, oui, mais c'est le marché. C'est-à-dire que plus le marché est fluide et plus il est concurrentiel, moins on a de pratiques dilatoires et délinquantes. Parce qu'on est sanctionné par le concurrent. Parce qu'on a peur du concurrent, parce que le concurrent va nous dénoncer et parce qu'on doit baisser nos prix pour être compétitif. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, le marché algérien est encore insuffisamment concurrentiel. Que ce soit dans le domaine bancaire, industriel, il n'y a pas assez de concurrence. J'ai bien envie de... Là, vraiment, on est au cœur du problème. Oui. Le secteur de la pharmacie. On a eu l'un des plus gros cas de surfacturation, c'est celui de Sanofi ces dernières années. Il a été sanctionné par le tribunal d'Alger, c'est pour ça que je me permets de le citer. Sanofi Algérie, c'est quand même un secteur concurrentiel, la pharmacie, grâce à cette disposition qui a permis à des laboratoires algériens d'émerger, etc. Oui, mais on a quand même eu droit à des pratiques de ce type. Il y a encore des pratiques, ça veut dire qu'on a encore des niches. Sur certaines gammes de produits, des niches vaches à lait, où les gens font des marges très importantes. Très bien. Alors, ça nous offre... Alors, le climat des affaires, globalement, on a parlé d'investissement pendant un moment. On a compris que l'investissement étranger était un véritable enjeu, au point où, à un moment donné, je crois que le gouvernement a ajouté son grain de sel au dispositif en disant que toute extension d'investissement impliquant un partenaire étranger devait être considérée par le CNI, ce qui n'était pas prévu dans la loi. Ce n'est pas prévu par la loi. Ouais. Et c'est toujours opérant. C'est opérant dans les faits. Dans les faits, c'est opérant. C'est-à-dire on ne peut rien faire avec un partenaire étranger, même si on ne demande pas les avantages exceptionnels, même si on n'est pas au-delà des 5 milliards de dinars. Dans les faits, oui. Dans les faits, oui. Dans les faits, oui. C'est-à-dire qu'il y a des considérations politiques ici qui entrent en jeu, qui sont liées, si vous voulez, au pluriel stratégie d'alliance qu'on peut avoir à l'échelle régionale et mondiale, puisqu'il y a des compétitions de pays là-dedans qui se jouent. Comme j'ai dit, c'est un pays où très récemment le nouveau président de la Chambre de commerce algéro-française disait que c'est un pays dans lequel on peut encore se faire beaucoup d'argent. Je ne sais pas si l'ancien ou le nouveau qui a dit ça. Oui. Donc, personne autorisée, une source quand même qui dit que nous sommes dans un pays où on peut se faire beaucoup d'argent, il a dit même avec un droit additionnel provisoire à 200%. Vous voyez les marches que se font les gens. Donc, j'ai pas envie de voir. C'est de bonnes guerres et marhaba, comme on dit en arabe. C'est pas ça le problème. On est content que les gens trouvent intérêt à venir en Algérie. La question n'est pas là. La question, c'est que y a une dimension politique qu'il ne faut pas occulter. Ce n'est pas que de l'économie. Après, derrière, il est clair que ça peut se comprendre dans des cadres de négociation de projets réellement de très grande taille, de niveau stratégique. Et on voit bien qu'actuellement même, encore prenons la France comme exemple, ou l'Europe, où très récemment un commissaire européen disait on ne peut pas permettre en Europe à n'importe quel investisseur de venir. Donc je crois que là, on est dans de la politique et c'est de bonne guerre. Maintenant, sur un plan strictement économique, je crois qu'il faut qu'il y ait plus de flexibilité, notamment sur des projets, je dirais, de taille plus intermédiaire, plus moyenne, où il faudrait quand même lâcher du lest, si vous voulez. Oui, ce serait la moindre des choses.
Très bien. Alors, Haoukama, on va évoquer un aspect de la gouvernance d'entreprise pour passer à une échelle un peu plus micro. On a eu un incident cette semaine, le lundi dernier, le 19 novembre, à l'Assemblée générale des actionnaires de Saïdal, donc qui est coté en bourse, a inventé un SAS à l'entrée de l'Assemblée générale des actionnaires. C'est le SAS, Assemblée générale des petits porteurs, qui était invité par courrier à désigner un représentant pour assister à l'Assemblée générale. Ce qui, du point de vue du droit des entreprises, du droit du commerce, etc., n'est pas du tout prévu. Et il s'est passé un imbroglio sur place, parce que les gens demandent des explications, etc. Puis on a expliqué qu'en fait, non, ce n'était pas pour aller à l'Assemblée générale, qu'on n'allait pas élire quelqu'un pour aller à l'Assemblée générale, mais élire quelqu'un parmi les petits porteurs pour aller au bureau de l'Assemblée générale, et d'ailleurs aussi élire 2 personnes qui iraient au conseil d'administration. Alors, cet incident montre que, au niveau de la gouvernance des entreprises supposées être exemplaires, parce qu'elles sont cotées en bourse, société par action, avec un fonctionnement très réglementé, il peut y avoir des reculs. Écoutez, d'abord, moi je ne parlerai pas d'incident, je dirais qu'il y a un manque de clarté, donc une petite confusion par rapport au texte du communiqué initial, qui effectivement laisse l'interprétation de base, quand on a un document, laisse comprendre qu'on va élire des représentants de ce qu'on appelle les petits porteurs, tel que c'est défini dans les statuts de Saïdal, alors qui réfèrent à la notion de petit porteur. La loi ne réfère pas à la notion de petit porteur. D'accord, donc c'est quelque chose qui n'existe pas d'un point de vue juridique, mais effectivement les statuts de Saïdal parlent de petits porteurs et qui, selon l'interprétation de base qu'on donnerait de la convocation, laisse à comprendre qu'on va créer ce SAS-là pas d'accès, mais de droit de vote peut-être, ou de représentation à l'Assemblée générale et peut-être même de participation à l'Assemblée générale. Séance tenante, effectivement, il a été expliqué que non, ce n'est pas une limitation, mais c'est pour élire un représentant au bureau de l'AG. On ne peut rien dire d'autre que de dire qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une clarification publique, officielle, un autre communiqué peut-être de Saïdal. Nous, en tant que Haoukama Al-Jazair, c'est-à-dire en tant qu'association de promotion de la gouvernance d'entreprise en Algérie, pour préciser un peu dans quel cadre on est amené à exprimer un avis. Donc, nous sommes une association. Saïdal est membre de cette association. Donc, de ce point de vue-là, on est en famille, je dirais. Donc, on peut se dire des choses. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. Un actionnaire, même s'il a une action, a des droits. Le cadre de gouvernance doit permettre de préserver ces droits-là. Essentiellement, il y a un droit, évidemment, de donner son avis de prendre connaissance, c'est ce qu'on appelle le droit de l'information, et le droit de donner son avis au travers donc de l'Assemblée générale. Et il ne peut pas être exclu de l'Assemblée générale. Et il ne peut pas. La loi ne le permet pas. N'ouvre aucune fenêtre. Même si on peut évoquer des problèmes logistiques, 19 000 actionnaires. Écoutez, vous avez vu potentiellement 19 000 chez Saïdal. Vous avez vu le président de Alibaba faire son AG dans un stade. 60 000 actionnaires. Donc, il a loué un stade. Parce qu'il ne peut pas se permettre de dire aux gens il a loué un stade. Alibaba a loué un stade pour son AG. Donc, je crois que la réponse est là. On ne peut pas opposer des questions de logistique. Ensuite, derrière, on peut inciter d'une manière non obligatoire, donc je dis bien d'une manière volontaire, effectivement, pour des considérations logistiques, à créer une sorte de petite pyramide. Encore faut-il que ce soit explicitement une démarche volontaire de ce qu'on appelle les actionnaires minoritaires ou de ce qu'on appelle les petits porteurs, par défaut, on les appelle les petits porteurs, et qu'effectivement on pourrait inciter à des procurations, des systèmes de procuration volontaires, je donne procuration, ou bien à des systèmes d'association. Effectivement, comme par exemple si vous prenez le cas français, il y a la possibilité, encore une fois, dans le cadre d'une démarche volontaire, des actionnaires eux-mêmes, de se dire écoutez, on ne va pas se retrouver dans un stade justement, on ne pourra pas discuter, on ne pourra pas, et donc on donne des mandats dans un cadre associatif ou de collectif ou de ce qu'on veut à des personnes pour nous représenter et dire ce qu'on veut qu'ils disent. Mais on est dans la démarche volontaire, on n'est pas dans un retrait de prérogatives ou de droits. Qui vient d'en haut. D'en haut. Enfin, de l'actionnaire minoritaire, disons, de l'actionnaire majoritaire, pardon, qui imposerait cela, ça peut, ou du management, ou du président du conseil d'administration. Alors, Ali Harbi, là, on est dans un exemple un peu atypique, avec une entreprise publique qui a fait une petite ouverture en bourse pour introduire une part de privé dans son tour de table. Mais le modèle dominant, c'est un modèle binaire avec 100% de capital public ou 100% de capital privé. Alors, moi, je m'inquiète de savoir où on en est avec la gouvernance, avec ce que fait Haoukama, des grandes entreprises
privées algériennes, notamment des champions qui sont supposés nous traîner, nous ont amené des points de croissance supplémentaires les prochaines années, notamment réussir la diversification économique et le virage vers l'exportation hors hydrocarbures. Est-ce que vous, en tant qu'observateur et spécialiste de ces questions-là, vous êtes rassuré notamment par cette question de l'arrivée en fin de cycle de gouvernance d'une génération de fondateurs, celle notamment des années 90. Celle de l'indépendance, elle est déjà partie, mais celle des années 90 arrive un peu en fin de cycle pour certaines grandes entreprises algériennes privées. Est-ce qu'il ne va pas se poser un problème de succession et de transition ? Écoutez, c'est un enjeu majeur de gouvernance, évidemment, parce que vous l'avez bien dit, on a besoin de champions. C'est les champions qui drainent les PME et les TPE derrière, d'accord. Donc, que ce soit sur le marché national, pour s'opposer, entre guillemets, à la concurrence internationale, mais c'est aussi pour aller sur des marchés étrangers. Donc, on a besoin de champions qui servent de locomotive. Et aujourd'hui, sur cette notion de champion, d'abord, on n'en a pas assez. Ça, c'est une première dimension. Pourquoi on n'en a pas assez ? Parce qu'il y a une couche en dessous de beaucoup, je dirais même de quelques milliers d'entreprises qui n'arrivent pas à faire le saut, à grandir. Cette incapacité à générer plus de champions, donc c'est ce qu'on appelle ce phénomène d'ascenseur économique, qui fait grandir des gens qui ont démarré comme des toutes petites PME qui grandissent. Cette cassure de l'ascenseur économique est un problème de gouvernance et qui est lié à un certain nombre de causes principales. Une des causes principales, elle est liée à la cassure de transmission-succession. C'est-à-dire que quand le fondateur arrive à un moment où soit il ne peut plus gérer, où il est fatigué, où il en a marre, comme vous voulez, tout ça, parfois il ne trouve pas le relais dans sa famille. Et ça ressemble beaucoup à l'Algérie. Ça. Voilà, et il ne trouve pas le relais aussi en termes de structuration pour passer la main, je dirais, à des managers salariés qui ne soient pas forcément salariés ou actionnaires, ce n'est pas ça la question, mais qui ne soient pas du cercle familial. Et donc, ce qui fait que c'est important parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des success stories. On a peut-être une cinquantaine, une soixantaine de grandes entreprises relatives dans le contexte algérien. On les appelle grandes dans le contexte algérien. Relativement, donc ce sont des grosses PME, des ETI, comme on dit à l'étranger, des entreprises de taille intermédiaire. Ce n'est pas encore les très grosses boîtes de 5 000, 6 000 personnes. Ces entreprises qui sont à peut-être 1 000, 2 000, 3 000 salariés et qui sont de taille intermédiaire et qui ont réussi la transition. On ne va pas citer des noms, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes managers, cadres ou quinquagénaires qui ont pris le relais de leur père. Et donc, ça veut dire que ce modèle à succès existe. Mais on est encore à quelques dizaines, alors qu'on devrait être à quelques centaines, si ce n'est à quelques milliers. Et donc, il y a un problème de transition. Et le deuxième grand problème de gouvernance qui se pose en Algérie, c'est le fait qu'à un moment donné, l'entreprise a besoin de partenaires. Elle arrive à un seuil de croissance qui fait que l'entreprise a besoin de s'ouvrir. De quel type de partenaire ? Alors, ça peut être du partenariat financier, bien sûr, pour augmenter les fonds propres, parce qu'on arrive à une limite de fonds propres qui fait que notre croissance va plus vite de la capacité de la banque à nous suivre, donc on a besoin de renforcer nos fonds propres, mais ça peut être aussi des partenaires technologiques, commerciaux, des alliances stratégiques et tout ça. Et les partenaires, quand ils viennent, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de toute façon, ont des exigences de gouvernance, de transparence, de mécanismes de fonctionnement et de ce qu'on appelle de préservation des droits d'actionnaires. Et là, actuellement, on est encore dans une approche où on a une grande confusion entre l'entreprise en tant que bien social et l'entreprise patrimoniale. Et les gens ont l'impression, en faisant venir un partenaire, qu'on va lui ouvrir un peu la porte de la chambre à coucher dans la famille. Et donc on va lui cacher quelque chose. Et voilà, donc il y a encore des réticences à ce niveau-là. En fait, pour dire les choses un peu plus simplement, Ali Harbi, quand on a besoin de... On ne peut pas grandir au-delà d'un certain seuil sans tisser des partenariats. Absolument. Et pour tisser des partenariats, il faut avoir une bonne gouvernance. Quand on n'a pas une bonne gouvernance, on a du mal à intéresser des partenaires. Absolument. Parce que quand il va venir et il va vouloir savoir avec qui il se marie, entre guillemets, pour rester dans la rhétorique de la chambre à coucher, il ne va pas pouvoir tout voir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et les gens viennent avec, bien sûr, de l'intérêt, mais viennent aussi avec de la méfiance. Ils ont besoin de comprendre où est-ce qu'ils mettent les pieds, comme on dit. Et c'est normal que les gens ont besoin d'un minimum de transparence et d'un minimum de règles. Donc, quand on parle de règles, ça veut dire que demain, on va se mettre ensemble sur une entreprise, on va avoir un management qui est peut-être celui de l'entreprise initiale A, qui est demandeur S du partenariat, ou bien de l'entreprise B, ou bien un management nouveau qui vient ni de A ni de B. Mais derrière, comment ça fonctionne ? Et donc,
est-ce qu'il n'y a pas des risques, ce qu'on appelle en gouvernance, des risques d'expropriation? C'est-à-dire que moi, je ramène 100 dinars, je vous mets 100 dinars, mais en fait, par vos pratiques, tout ça, je vais me retrouver avec 50 ou 40 dinars. Oui. Parce que vous allez pas appliquer des règles donc de transparence. Ali Halbi, vous êtes le premier, peut-être sur ce plateau, à dire que si on n'a pas plus de champions, parce que ça se dit souvent, plus ou moins d'accord, il y a un consensus de l'Algérie, rapporté au PIB de l'Algérie, n'a pas assez de champions d'entreprises capables d'aller conquérir des parts de marché à l'international, jouer un rôle régional, etc. Que ce serait plus à cause d'un plafond de verre qui existerait dans une sorte de famille, de communauté d'entreprises intermédiaires qui sont sur le point de devenir, qui peuvent devenir des entreprises beaucoup plus grandes, mais qui n'arrivent pas à le devenir à cause de mauvaises pratiques de gouvernance. Absolument. Absolument. Donc le problème, il serait plutôt dans le capitalisme algérien et pas tant que ça, parce que nous, on a facilement tendance à dire que c'est parce qu'on bloque, que c'est parce que l'administration, parce qu'elle est discrétionnaire. C'est les deux à la fois. Je ne dis pas que ce serait plus. Mais je dis que si on va avoir la vraie image de la problématique économique, du développement économique en Algérie, il faut tenir compte d'une dimension de climat des affaires, de cadre réglementaire, de problématiques aussi qui sont liées à l'équité des pratiques de politique publique, de mise en œuvre des pratiques de politique publique, parce qu'il y a des problèmes d'équité qui se posent aujourd'hui. Et d'un autre côté, il faut comme vous avez dit, le capitalisme algérien se pose les bonnes questions. Nous sommes arrivés à un niveau de modèle de croissance où nous avons eu pendant les 50 premières années d'indépendance un capitalisme qui s'est développé, je dirais, en excroissance d'un modèle rentier. Disons les choses comme elles sont. Donc, c'est-à-dire c'est adossé à la route pétrolière, adossé à des subventions directes et indirectes, qui fait qu'on a un capitalisme aujourd'hui. Très bien, c'est un acquis, de toute façon. Aujourd'hui, on se pose la question sur la décennie qui va venir, c'est que ce modèle-là n'est plus viable. Donc, il faut qu'on se prenne en charge. Si on veut se prendre en charge, il faut revenir à un minimum d'orthodoxie, donc dans, je dirais, de l'idéologie de la croissance. Dans l'idéologie de la croissance... Et ça passe par une bonne gouvernance d'entreprise. Et ça passe par se remettre en cause en matière de gouvernance. Il faut se remettre en cause en matière de gouvernance et il faut se poser, franchement... certaines questions qui bloquent, qui créent ce plafond de verre-là, justement. Et je le dis d'autant plus que nous avons des success stories en gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont sauté, qui ont fait le pas, et donc ça veut dire que ça marche, ça peut marcher. Un des syndromes, cette difficulté à faire le saut et à moderniser son management, etc. C'est peut-être un peu le turnover des managers qui ne sont pas issus de la famille des fondateurs. Le problématique du management... non issu de la famille fondatrice, est un problème de gouvernance, évidemment. C'est un problème à la fois, quand on parle de gouvernance ici, c'est d'abord un problème de confiance. Le problème de confiance en Algérie, il est lié au fait que, je dis bien de la confiance du propriétaire ou des propriétaires envers le manager, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore les grandes écoles qui vont vraiment qualifier des managers. Donc il y a un aspect d'appréciation subjective de la qualité des managers. Et derrière cela, parce que si vous prenez encore une fois le cas de l'Europe, quelqu'un qui est issu d'une université réputée ou d'une école d'ingénieurs, par exemple en France, on ne va pas tellement discuter, on verra après ses performances, mais sa compétence de base, elle est garantie. Là, en Algérie, on n'a pas ça. Et donc, il y a un problème de confiance, c'est-à-dire que le propriétaire qui donne les clés de son entreprise à un manager a toujours cette appréhension, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est le bon gars, est-ce que c'est pas le bon gars. Ensuite, il y a une deuxième dimension, c'est que comme les entreprises ont encore un pied dans l'informel, même les plus formels, cette situation de mandat de management, parce que là, on est un peu dans ce qu'on appelle la théorie d'agence. Donc, le mandat de manager donné par des propriétaires se heurte à un mur qui est lié à la part d'informel qu'il y a dans l'entreprise. Et un beau jour, le manager, il n'en peut plus. Parce que l'informel, il va devoir le gérer en même temps que le propriétaire. Il ne peut pas. Tout simplement, aujourd'hui, l'exercice, on a essayé pendant, disons, 20 ans d'ouverture, ou 30 ans, disons, pour revenir à la première ouverture des années 80. En 30 ans, on constate qu'un manager, je dirais, qui suivrait des règles de management de base, ne peut pas gérer 3 bilans d'entreprise.
Celui de la banque, le réel, le petit carnet qu'on écrit le soir, et celui qu'on donne aux partenaires, et celui qu'on donne au fisc, etc. C'est pas possible. Et des gens partent, tout simplement. Et ça s'applique aussi aux règles de RH, de fonctionnement des RH. Et cette partie de l'informel, Ali Harbi, elle a tendance à être stable ces dernières années ou est-ce qu'elle grandit chez les plus formels? Non, je crois que il faut dire la vérité, c'est que, comme vous dites, chez les plus formels, il y a une volonté de plus de formalisme. Donc, le cap commence à se désigner et nous sommes dans une phase de transition du capitalisme algérien aujourd'hui vers plus de formel parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a de la vertu, de la morale et de l'éthique là-dedans, mais il y a aussi du simple calcul économique. Être formel aujourd'hui, pour une grosse entreprise de taille moyenne, est plus intéressant qu'être dans l'informel. Mais les gens sont obligés. Moi, le terme que j'utilise, c'est que les gens sont prisonniers de l'informel. Parce qu'il y a un certain nombre de maillons de la chaîne de valeur qui sont dans l'informel. Et donc, le plus formel des formels est prisonnier de ce maillon-là. Et donc, on a une volonté. Il y a un cap qui se dessine vers plus de formalisme. En même temps, nous avons, dans le cadre de la croissance qu'on vit, nous avons aussi un développement de l'informel. Parce qu'il y a une logique de développement économique classique qui fait que nous avons une sphère informelle qui se développe au même rythme que le taux de croissance, de toute façon. Oui. La croissance, elle est partagée entre une branche formelle et une branche informelle. Donc voilà. Alors, on a parlé de morale et de vertu. Ça nous offre une transition vers une troisième partie qui va être extrêmement rapide parce qu'on a beaucoup avancé dans la discussion et que les deux premiers étaient volumineux. Aujourd'hui, il y a une évolution du paradigme de, en gros, la gouvernance d'entreprise qui est en train de passer de ce qui a pu être le droit de l'actionnaire pendant très longtemps à ce qui est aujourd'hui plus une sorte d'engagement éthique de l'entreprise à être durable dans son développement et donc à dépasser les logiques de court terme qui sont souvent des logiques liées aux résultats et au profit immédiat. Est-ce que cette problématique qui a avancé ailleurs dans le monde, on le voit notamment dans les messages publicitaires des marques. Entre autres, oui. Nous, voilà, on le voit surtout par là, nous. Est-ce que c'est en train de toucher l'univers des entreprises en Algérie ? Oui. Récemment, nous avons organisé une conférence nationale sur la consommation et la production durable, sous l'égide du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, il faut le souligner, qui a été un franc succès, qui a montré que les gens s'intéressent au sujet. Donc, il y a le changement. Le changement est là, et c'est effectivement un changement de paradigme de gouvernance, parce que la gouvernance classique, telle qu'elle est conçue classiquement, c'est une gouvernance du droit de l'actionnaire, et de la relation entre l'entreprise et ses parties prenantes, et donc, mais dans une logique de droit de l'actionnaire, toujours, comme vous avez dit, au final, c'est le résultat, et comment on le distribue, et est-ce que les actionnaires ont droit ou n'ont pas droit à être justement rémunérés, et tout ça. Aujourd'hui, la gouvernance se pose autrement dans l'entreprise, parce que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que mon business est durable ? Donc, quand je dis durable, c'est pas qu'il est moralement... Est-ce qu'il émet du CO2 ? Voilà. C'est pas que ça. Ça ne parle pas de ça. Je dirais même que ça vient en second. Quand on parle de business durable, c'est est-ce que mon business va être pérenne sur 1, 2, 3 générations ? Est-ce que je construis mon business sur une approche de long terme plutôt que sur une approche de court terme ? Et c'est dans ce cadre-là de pérennisation des business, qu'on se pose des questions de développement durable dans les dimensions économiques, sociales et environnementales. On ne peut pas, à ce moment-là, dissocier l'environnement parce qu'il est clair que si on est sur la destruction de ressources, un beau jour, on n'aura pas de ressources. Donc, on peut être vraiment très, très, très cynique pour dire, moi, je changerai de business le jour où je n'aurai plus la possibilité d'avoir ces ressources-là. Mais après, on va encore consommer une autre. Et donc, il y a une problématique environnementale, il y a une problématique sociale, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que on ne dira pas que les inégalités se creusent, mais qu'on est en train de fermer la porte à ce que les inégalités se réduisent. Ça veut dire qu'on est dans des situations de plus en plus longues, d'exclusion, de crise sociale, de défaut d'inclusion de régions entières du monde. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des milliers de gens qui débarquent chez vous. Enfin, nous, parce qu'on est un peu au nord quand même. Mais c'est le cas chez nous, oui. On va avoir des millions, ce n'est pas des dizaines de milliers. L'Europe, aujourd'hui, elle se plaint parce qu'elle a, je ne sais pas moi, 20 000, 30 000 par an. Il y a eu un pic, donc, il y a 2 ans, à 1 million au total. Mais ça va être 1 million par an. Donc, et sans parler des guerres, des situations latentes. Donc il y a des dimensions de développement durable. Et donc la question qu'on doit se poser quand on est une entreprise, et aussi quand on est un consommateur, c'est mon acte de produire, mon acte de consommer, est-il un acte qui contribue à rendre durable le développement dans le monde ? Oui.
ou est-ce qu'il est générateur de conflits et de paix, et donc il sape les bases de la prospérité actuelle? Moi, c'est un peu ça la question qu'on doit se exactement. poser. Moi, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler avec des entreprises ou même des consommateurs, des associations, c'est arrêtons de scier la branche sur laquelle on est assis. Tout simplement. Il faut arrêter. Parce que c'est bien beau de faire du profit à court terme ou d'avoir de la consommation à moindre prix. Je donnais tout à l'heure l'exemple du téléphone, que tout le monde a un téléphone aujourd'hui, mais il faut savoir... Un smartphone notamment, parce que c'est plus chargé en technologie et en matière. Donc un téléphone portable ou un smartphone, ou même un laptop, ou c'est la même chose, et tout ça. Aujourd'hui, c'est un facteur de guerre monumental, cette technologie numérique qui s'installe à moindre coût. Hein, ce qu'on appelle parce qu'il faut voir ce qu'il y a derrière le moindre coût. Le numérique low cost aujourd'hui est un massacre à la fois social, environnemental, c'est des guerres. Et il est bizarre que les régions les plus riches du monde, en ressources naturelles, en minéraux, en terres rares, en or, en cuivre, en diamant, tout ce qu'on veut, silicium, soient les régions de guerre. Et que ce soit les régions les plus instables au monde, où il n'y a plus d'État. C'est-à-dire qu'on a zappé les États pour accéder directement à la ressource. Et donc, je crois que c'est des questions de fond qui se posent, auxquelles on ne peut pas, comme on dirait le grand poète Bob Dylan, qui disait on ne peut pas tourner la tête, juste tourner la tête et dire regardez ailleurs, hein, on ne peut pas. Il faut regarder les choses en face. C'est une interrogation individuelle du consommateur. C'est une interrogation de la société, des associations, de l'État, et c'est une interrogation de l'entreprise aussi. Alors souvent, les entreprises disent « Oui, mais moi, je ne peux pas, je suis dans un business, je suis seul. » Si le concurrent ne fait pas la même chose, voilà, je vais devenir plus cher. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut des solutions collectives. Il faut de la réflexion par filière, par pays, par région. Par exemple, je vous donner un exemple. Actuellement, on est dans une initiative, donc, dans le cadre de notre activité de conseil, où on essaie de travailler à une échelle de bassin méditerranéen. Parce que c'est une région dans laquelle, disons, on est sur une tentative de rapprochement des avantages comparatifs. Et donc, il faudrait qu'il y ait des démarches collectives. C'est clair que si en Algérie, par exemple, on remonte ça signifie qu'on réduit le dumping social? Oui, aussi. Dans ces cas-là. Il faut qu'on travaille ensemble, par contre. Il faut qu'on travaille ensemble parce qu'il est clair que demain, si moi, j'émets des règles sociales, par exemple, plus élevées, les gens vont aller à côté. Tout simplement, le capital va se déplacer. Et donc, il faudrait qu'on ait sur des mêmes règles et que aussi, du point de vue du capital dit international, qu'il y ait aussi une migration. Donc, ce qu'on constate, c'est que dans les pays développés, il y a une tendance quand même qui se dessine, mais il y a aussi encore beaucoup de choses occultes et beaucoup de cynisme. C'est-à-dire que les questions ne sont pas encore adressées, je dirais, ou questionnées d'une manière fondamentale. On est encore sur des réactions défensives, des solutions de court terme et tout ça. Alors, donc, pour faire il y a avancer, du chemin. dernière question, pour faire avancer cette émergence d'une approche du développement comme un développement durable, notamment du développement du business, est-ce qu'on va compter sur l'intelligence des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, ou est-ce qu'il faut une part de régulation souveraine? Eh bien, il faut les deux. Il faut, je dirais même, trois choses, parce qu'il y a l'importance de la régulation qui est à la fois coercitive et incitative. J'insiste beaucoup sur ça, parce que quand on parle de régulation, on a tendance à penser que à la partie coercitive. Il faut aussi beaucoup de dispositifs incitatifs. Je crois qu'il faut qu'il y ait un travail de réflexion, de mutation des business existants. Mais si vous prenez un cas comme l'Algérie, un pays comme l'Algérie, où tout est encore à faire, moi je crois beaucoup à la jeunesse et aux start-up en fait. À la nouvelle génération des entreprises qui seront, et on les voit à travers les compétitions, les concours, InJazz et tout, ce sont essentiellement des projets dits verts, ce qu'on appelle les projets verts, éco-responsables. Et donc ça veut dire que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui vient à l'entrepreneuriat, qui est extrêmement sensible à cette question. Et moi j'ai une conviction profonde, c'est que nous allons avoir, Inch'Allah, très bientôt, une nouvelle génération d'entreprises qui naissent vertes, hein, comme on dit, c'est-à-dire vraiment, j'y crois profondément. Green native. Green native, oui. Voilà. D'habitude, j'ai du mal à tirer une note optimiste à la fin des entretiens à mes invités. Avec Ali Halbi, c'est le cas spontanément, et ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Ça a été un très grand plaisir pour moi aussi. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.